J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Oh shit! C'est reparti mon kiki! Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pire des finasses, c'est dégueulasse, ça fait passer le temps. Chers auditeurs, chères auditrices, ici Requin qui vous parle. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Commençons cette nouvelle émission, comme d'habitude, en écoutant le camarade Mattei, qui va nous raconter une blague pas si drôle que ça. C'est un barman, un hôtelier et un directeur d'agence de voyage qui sont dans un bistrot. Non, hélas, ce n'est pas le début d'une blague, c'est la rencontre un peu impromptue que j'ai fait hier soir. Je marchais le nez au vent dans une rue déserte, quand je passe devant un rad ouvert. À l'intérieur, 3 hommes. La quarantaine, des bonnes gueules, ils éclusaient des pastis en attendant l'intervention de notre chère majesté. Je connais un peu le barman pour m'être déjà mis de sacrées cabanes dans son occulte établissement. Je le salue, il me reconnaît et m'invite à boire un canon avec eux. L'ambiance est légère pour cacher le désespoir de ces 3 entrepreneurs dans la force de l'âge, pères de famille et ruinés par les mesures débiles du gouvernement. Je me fais plutôt petit, même si j'ai des problèmes de trésor dus au ralentissement de l'économie, je suis celui qui est le moins à plaindre. C'est en discutant avec des vraies personnes ayant de vraies histoires que l'on se rend compte de l'apocalypse qui va s'abattre sur nos têtes. Quand on regarde les statistiques globales, on ne se rend pas bien compte. On a perdu tant de points de PIB, on a un ralentissement de la croissance de tant de pourcents. Ça ne veut rien dire. Ce qui parle, en revanche, c'est par exemple l'histoire de l'agence de voyage de l'un des 3 compères. Partie de rien, créée il y a 20 ans, elle caracolait avec, en 2019, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et engageant 51 salariés. En 2020, cette agence réputée a fait, accrochez-vous, 30 000 euros de chiffre d'affaires. 30 000 putains d'euros. Il a enregistré une baisse de 99,85%. Il sait qu'il ne s'en relèvera jamais. Pour le moment, ses employés sont au chômage technique et il vivote avec le PGE, mais il sait que c'est mort. C'est pareil chez tous ses confrères. Rien que dans ce tout petit secteur d'agence de voyage, c'est 28 000 personnes en France qui perdent leur taf définitivement. Les 2 autres ne sont pas mieux. L'hôtelier, ayant une clientèle étrangère, n'a pas ouvert ses portes depuis mars. Et le barman, n'ayant pas de terrasse, n'a pas beaucoup bossé entre les 2 interdictions. Les 3 compères savent qu'ils vont crever, et veulent se faire du mal une dernière fois en regardant Macron leur expliquer que pour sauver 3 boomers et 2 obèses, ils vont sacrifier des années de travail. Le couperet tombe, les bars ne rouvriront pas avant le 20 janvier. Le tourisme ne repartira pas avant l'été. La soirée se finit de façon un peu glauque, où ils se bidonnent sur le meilleur moyen de se suicider. Voilà. C'est important de mettre des visages sur les sacrifiés du Covid. Nous avons tous, par notre veulerie et notre servilité, la responsabilité de ces millions de chômeurs en devenir, ces milliers de suicides. Quand votre maître vous donnera l'autorisation de sortir et que vous verrez toutes ces devantures fermées, n'oubliez pas. N'oubliez pas que Macron a été élu pour sauver l'économie et qu'un président jeune et dynamique, c'était bon pour le business et la croissance. N'oubliez jamais que ce n'est pas le virus qui tue, mais ceux qui sont confortablement installés dans les ordres de la République et qui dissertent pour savoir si les vieux vont bouffer dans la cuisine ou le salon. Poursuivons avec les actualités présentées par Derfonnet. L'actualité de ce mercredi 25 novembre. Annonce. Hier, notre leader suprême a annoncé les nouvelles mesures pour le Covid. Réouverture des commerces déclarés non essentiels, reprise des lieux de culte en nombre restreint, toujours des attestations mais des balades de 3 heures et dans un rayon de 20 km, et on aura le droit d'aller chez nos parents pour Noël. Petit couvre-feu à partir du 15 décembre de 21h à 7h en prime. Si on continue, on aura un laissez-passer pour tout le territoire et un couvre-feu qui restera, ça promet. En même temps, pratique pour limiter les manifs. Manifestations, justement, elles sont nombreuses à avoir lieu contre la loi sécurité globale votée hier à l'Assemblée, ou pour les migrants, avec une police en freestyle. Bien vu le couvre-feu. Deuil. L'ancien international de rugby, Christophe Dominici, a été retrouvé mort après une chute d'un bâtiment désaffecté dans le parc de Saint-Cloud. Logement. Une septuagénaire est obligée de vivre avec un squatteur puisque la trêve hivernale est arrivée et qu'il ne peut pas être expulsé. On lui souhaite un bon réveillon. Noël. Un médecin déclare que pour le réveillon de Noël, il faut couper la bûche en 2 et laisser les grands-parents la savourer dans la cuisine. Outre le fait qu'il est hors de question de laisser une demi-bûche à ma grand-mère, on se demande quel sens du réel a ce brave docteur. Twitter. La censure continue. Ils vont désormais prévenir leurs utilisateurs qu'ils sont sur le point de liker une fake news. Qui surveille les surveillants? C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle chronique d'actu. Passons maintenant au point politique.
Une habitude prise dorénavant par la majorité de la population consiste notamment à marcher tout en utilisant son téléphone ou en utilisant des écouteurs. Les nouvelles technologies, appelées à connecter le monde, visent réellement à les déconnecter de tout contact humain, à faire quitter l'espace social pour une interface électronique, où la robotisation de la société devient leur réalité et le système de dépendance, bien qu'ils n'en soient pas conscients. Souvenez-vous, il y a quelques années, de la panne de réseau chez une grande marque de téléphone et la panique qui en a suivi de ne pas pouvoir utiliser son téléphone toute la journée. Certains étaient même bloqués puisqu'ils utilisaient un terminal de paiement via leur téléphone. Notre génération, collée à son téléphone et dont le dernier jouet consiste à capturer des animaux imaginaires japonais, quitte à passer pour un imbécile en pleine rue, cette génération donc a perdu tout sens du réel et de la réalité des circonstances présentes. Elle a aussi perdu tous les sens des responsabilités. Sérieusement, entre des peuples extra-européens qui nous sont hostiles et sont marqués par la reconnaissance de l'homme au sein du groupe et de la famille, et une société vouée à tous les genres et à tous les jeux, il n'y a plus qu'à compter les points. Mais il est difficile de croire que le bobo, le hipster et toute personne liée à cette dépendance électronique, aimant jouer à 30 ou 40, puisse gagner. Surtout si son combat consiste à dire non au terrorisme, avec une craie. Il suffira de compter les points, mais le résultat risque d'être moche et pathétique. Ainsi, entre générations abêties par les médias et les gadgets électroniques et des hommes prêts à se sacrifier ou des hommes prêts à nous remplacer, nous aimerions avoir en opposition l'image d'une société peuplée d'hommes fidèles à nos pères et à nos grands-pères. Ces nouvelles dépendances électroniques entraînent un changement radical de l'appréhension des contacts humains et des réalisations qu'elles engendrent naturellement. Relations sociales, familiales et ou privées, rapport au travail, rapport à la communauté. De la même manière, la perte croissante de l'utilisation de nos jambes par des jouets avec roues électroniques ou autres planches à fainéant doivent nous rappeler la raison pour laquelle nous disposons de ces jambes. Le plus drôle dans l'histoire réside dans le fait que pour une partie de ces personnes qui ne marchent plus, elles s'inscrivent aussi en salle de sport ou de gymnastique afin de perdre du poids. Enfin, ce changement peut être observé aussi à travers le prisme du changement de peuple. Le changement de peuple induit un changement de caractéristiques dans les dits vêtements, notamment de taille. Outre la polémique du burkini et de la loi du marché où Marks & Spencer ont fait la vente au Royaume-Uni, il suffit de voir quelle part de marché ces minorités ou majorités peuvent avoir et comment les cartels exploitent ce filon. Au final, le changement d'habitude de consommation montre un changement extrême à l'image de notre peuple, lobotomisé et accro aux jeux et jouets, prêt à être remplacé des peuples virils et en vogue auprès des héros du libéralisme. La solution est simple. Choisissez la frugalité et limitez au maximum ces dépendances coûteuses et inutiles. Dites-vous bien que chasser des animaux avec le téléphone ne vous aidera en rien face à la crise migratoire et aux conséquences criminelles qui lui sont liées. Vol, viol, etc. En sachant très bien désormais que peu de gens viendront à votre secours. Pourquoi aller au casse-pipe quand on peut filmer la scène ? Finalement, il reste peu de solutions, mais ce sont les plus intéressantes. Faites du sport, de combat, de préférence. Enrichissez-vous avec vos amis, avec des livres et revues. Lisez les médias alternatifs et regardez près de chez vous si des conférences de formation politique sont présentes, car le savoir est aussi une arme. Mais arrêtez la télévision et les jouets. Poursuivons avec la musique, présentée par Lupus. Il y a 50 ans jour pour jour, se suicidait par seppuku l'écrivain japonais Yukio Mishima. Il a choisi la voie la plus noble, celle des samouraïs. Celle qu'il voulut incarner pendant toute sa vie, à la fois guerrière et poétique. Il fondera entre autres la milice impériale des Tatenokai, dans la volonté de refonder le Japon traditionnel et impérial. Je vous propose d'écouter maintenant un hommage du chanteur italien Skoll, prenant sa vie poétique comme exemple. Se fosse facile afferrarti in un istante, se fosse semplice morire in questo momento, ma per me è più facile ritrovarti in un granello di questa sabbia raccolta dell'Alamein. I Messerschmitt
e lenta ricognizione, la seduzione sulle donne dei futuristi che c'è, l'arte oratoria che si è già fatta azione lungo i cannoni che riversano fuoco sulla perfida Albione. Rapiscimi, sorprendimi con tutta la tua poesia, uccidimi e annientami con la perfetta follia, perché tu sei la bellezza. Se senti il profumo della primavera poi vai dentro alla neve in disgelo come membro del Tatenokai, nella gelida forza che aveva la mitraglia dei nostri soldati. I nostri ragazzi più belli ci hanno lasciato cuori infuocati. Rapiscimi, sorprendimi con tutta la tua poesia, uccidimi e annientami con la perfetta follia, perché tu sei la bellezza. La bellezza. Continuons dans notre lancée culturelle avec l'histoire, présentée par Kazad. 1er mai 1891, Fourmies, petite commune de 15 000 habitants du nord de la France, à 20 km de Chimay, à 8 km de la frontière belge. L'hiver y a été rude, plus de 3000 personnes ont dû être secourues, victimes du gel et de la pauvreté. Les 31 usines de textile et de filature, présentes sur Fourmies, en crise de rentabilité, font depuis des années pression sur les salaires, faisant glisser peu à peu la population ouvrière dans la misère. Ce 1er mai 1891 sera la deuxième journée internationale des travailleurs, instaurée l'année précédente. Les syndicats locaux, partis ouvriers en tête, ont décidé d'une journée de grève et de festivités familiales pour réunir le prolétariat et faire part de leurs doléances à la mairie. Au programme, représentation théâtrale, pique-nique familial et bal populaire. Le programme se conclut sur cette phrase. Ouvrez les guillemets. Le plus grand calme est recommandé, pas de tumulte, pas de récrimination personnelle. Le Parti ouvrier veut le droit et la justice. Et en demandant le respect de lui-même, il compte sur le respect moral de chacun pour faire aboutir par la raison ses justes revendications. Fermez les guillemets. Ce 1er mai 1891 à Fourmies, les ouvriers ont pris poste devant les usines dès 5 heures du matin pour distribuer des tracts et appeler à la grève autorisée depuis 1864. À 9 heures, 2 gendarmes à pied arrêtent un ouvrier qui tracte. Une bousculade commence, la gendarmerie à cheval charge, 4 ouvriers supplémentaires sont arrêtés. 11h30, les délégations des différentes usines se rendent à la mairie pour faire part de leurs doléances. Le maire promet la libération des prisonniers à 17h. Après le repas, les ouvriers et leurs familles se rassemblent pour assister à la représentation théâtrale prévue. Les gendarmes à cheval dispersent la foule et font annuler le spectacle. 15h30,
Les renforts du 145e et du 84e régiment d'infanterie arrivent en gare de Fourmi. Jeunes recrues, conscrits, parfois du pays, ils sont accueillis sans hostilité. Ils finissent de disperser les derniers manifestants au son des roulements de tambour. À 18h15, 150 ouvriers derrière le drapeau rouge viennent demander la libération de leurs camarades qui leur avaient été promis. Ils font face à une section du 84e régiment d'infanterie, armée du tout nouveau fusil Lebel. Ce fusil semi-automatique est capable de traverser 3 corps humains à moins de 100 mètres. Les prolétaires font face à l'armée et poussent leur rang. Le commandant fait alors tirer en l'air et crie « baïonnette au canon ». Les soldats reculent d'un pas pour s'exécuter. Voyant cela, le porte-drapeau ouvrier, Kléber Gilotto, 19 ans, se porte en avant en criant « Vive la grève! Vive l'armée !» 18h25, le commandant Chaput s'écrie « Feu! Feu! Visez le porte-drapeau !» Kléber s'écroule, avec 8 de ses camarades. Plus de 40 autres prolétaires sont alors blessés. Seriez-vous étonné si l'on vous disait que le maire de cette bonne ville de Fourmi était lui-même propriétaire d'une usine? Seriez-vous étonné si l'on vous disait que ces petits soldats du 84e, qui ont ce jour-là abattu aussi Émile Cornaille, 11 ans, sont venus sur l'ordre du sous-préfet Ferdinand Isaac et de son ami François Boussu, conseiller général républicain du canton? Seriez-vous étonné si l'on vous disait que ce même Boussu, à sa mort, a laissé un héritage en liquidité de plus de 11 millions de francs anciens, soit l'équivalent de plus de 15 millions d'euros actuels? Alors, n'oubliez pas les copains, si les gars de Fourmi sont morts, ce n'était pas pour les droits de l'homme, ce n'était pas pour la démocratie, c'était juste pour vivre décemment, pour arrêter de se bouffer les doigts et de vivre dans la misère. Et s'ils sont morts, c'est parce que des types avaient décidé que leur matelas n'était pas assez rembourré et qu'ils préféraient dormir sur de la caillasse. Poursuivons avec le cinéma, présenté par Becker. En 1943, un convoi de la Légion étrangère est chargé de récupérer dans la banque d'El Ksour, en Tunisie, une importante somme d'argent en lingots d'or. Manque de peau, les Allemands ont déjà pris la ville et massacrent le convoi. Seuls quelques hommes survivent, dont le soldat Augagneur qui a une idée derrière la tête. Le film dont il est question aujourd'hui est Les Morphalous, réalisé par Henri Verneuil et sorti en 1984. Pourquoi voir ce long métrage? Première raison, l'acteur principal qui n'est autre que Jean-Paul Belmondo. Dans les années 80, le célèbre comédien est au plus fort de sa carrière avec toute une série de films mêlant action et humour. Les films avec Bébel sont à cette époque un genre à part entière. Ainsi, on a droit à l'As des As, au Professionnel, au Marginal, au Solitaire, à l'Incorrigible, au Guignolo, au Magnifique, etc. Belmondo, c'est la classe à la française, du charisme mêlé à un certain charme. Et dans ce film, le style Belmondo est à son paroxysme, grâce au réalisateur Henri Verneuil, responsable de chefs-d'œuvre tels que 100 000 $ au soleil, Le Clan des Siciliens et Un singe en hiver. Le cinéaste arrive ici à mélanger 3 genres bien différents, à savoir l'action, la comédie et la guerre. Il est aidé par les dialogues de l'immense Michel Audiard, la réplique culte est donc au rendez-vous. On sera d'ailleurs heureux de voir la présence de la chanteuse Marie Laforêt, du tout jeune acteur Jacques Viret et enfin de Michel Constantin, une gueule iconique du cinéma français. Pour couronner le tout, c'est Georges Delerue qui compose la musique très militaire, glorieuse et donc joyeuse, à l'image du film. Le scénario tient la route du début à la fin avec cette image qu'on aura décidément beaucoup vue de Belmondo au cinéma, voyou manipulateur au grand cœur. On sera surpris de voir un film assez cru par moments, dans ses dialogues mais surtout dans le sort qu'il réserve à ses personnages, presque cruels. Tout le talent d'Henri Verneuil en un seul film, il nous montre qu'il sait aussi bien filmer l'action que les dialogues. Mention spéciale aux explosions qui sont très impressionnantes. Chers auditeurs, je vous invite donc à voir ce film, si ce n'est déjà fait, et à vous pencher sur la grande carrière de Belmondo, de la nouvelle vague au début des années 2000. Enfin, l'éphéméride, présenté par Clayton. Éphéméride du mercredi 25 novembre 2020. 329e jour de l'année selon notre ami Grégoire, et jour du cochon pour le calendrier républicain. Il ne reste plus que 36 levées de soleil avant le terme de la révolution terrestre, et laissez-moi vous rassurer. Nous vivons toujours dans le meilleur des mondes. Pour ceux qui l'ignorent, le cochon, ou porc, ou encore Sus domesticus pour ceux qui aiment les langues décédées, c'est un gros animal qui est le plus souvent rose, qui grogne et bouffe tout ce qui passe. À ne pas confondre avec Gérard Larcher. Car dans Gérard Larcher, contrairement au cochon, tout n'est pas bon. De surcroît, certaines religions monothéistes n'ont jamais statué sur le fait de manger du Gérard Larcher. Aujourd'hui, chers auditeurs, c'est l'anniversaire de la mort du plus grand footballeur britannique de tous les temps. Et oui, le 25 novembre 2005, George Best décédait d'un ulcère à cause de l'alcool. Pour ceux qui s'en tamponnent du foot,
George était issu d'un quartier populaire de Belfast. Il connut son apogée dans les années 70 au club de Manchester United. Et en réalité, nous ne parlerons pas de ses performances sportives, bien qu'elles fussent extraordinaires. En fait, Best, grâce à son talent, son aura et surtout sa belle gueule, devient la première vraie star du sport. Il recevait plus de 1000 lettres d'amour par jour et fut surnommé le 5e Beatles. Et surtout, c'était un fêtard invétéré. Il n'était pas rare de le voir rendre son alcool de la veille sur le terrain. Il se fendit un jour de cette phrase éminemment philosophique. « J'ai claqué beaucoup d'argent, dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. » Ou encore, « En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. » Bref, en 2005, c'était un bon compagnon. Le 25 novembre, c'est aussi l'anniversaire de la mort de Fidel Castro, mais lui n'a pas accompli grand-chose. Et l'histoire a à peine retenu son nom. Ah si, il y a un truc en rapport avec des cochons, une plage ou une baie, je crois. Comme quoi c'est bien la journée du porc. On reste sur cette journée du porc avec le mouvement Balance ton voisin. Non, balance ton porc, qui aurait apparemment aidé les femmes à encore plus détester les hommes. Pourtant, il y avait des femmes qui, passez-moi l'expression, en avaient, bien avant ce genre de mouvement larmoyant. D'ailleurs, 25 novembre 1895, naissance à Arcueil de Adrienne Armande Pauline Bolland, la première femme à survoler la cordillère des Andes. Pour la petite histoire, elle reçut à l'atterrissage un véritable triomphe, avec la présence de tout le gratin du Chili, sauf le consul de France, qui, croyant à un poisson d'avril, ne prit pas la peine de se déplacer. En tout cas, comme disait l'autre, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à demain pour une nouvelle émission de Radio Virus.